Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance consacrée à la spécialité SVT. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est littéralement dans nos assiettes tous les jours. Le blé, le maïs, le riz, tout ça, c'est le résultat d'une histoire incroyable, une coévolution de 10 000 ans entre l'humain et les plantes. On va donc plonger dans la domestication des plantes, un chapitre clé du programme, pour comprendre comment ce processus a non seulement inventé l'agriculture, mais a aussi et surtout bâti nos civilisations. Pour bien saisir l'enjeu, partons d'une question toute simple. Comment est-ce qu'on est passé de ça, la théosinte, une petite herbe sauvage qui pousse au Mexique, à ça, l'énorme épi de maïs qu'on connaît tous? D'une plante avec plein de petites tiges et des grains minuscules, à une plante avec une seule tige robuste et un épi chargé de grains? Ce n'est évidemment pas de la magie, c'est le résultat d'un processus très long, guidé par l'être humain. Alors comment ça s'est passé concrètement ? Pour démêler cette histoire, voilà notre plan de bataille. On va d'abord voir la première grande révolution, la sélection qu'on appelle empirique. Ensuite, on fera un bond dans le temps pour la deuxième révolution, la sélection programmée. Puis, on explorera la troisième révolution, la plus récente, celle du piratage du génome avec les biotechnologies. Après ça, très important, on s'entraînera avec une analyse de documents type BAC. Ça nous amènera à éclaircir un paradoxe fondamental et bien sûr, on terminera par une fiche révision avec les points essentiels à retenir pour l'examen. Allez, c'est parti! On commence donc par la première étape, la sélection empirique. On remonte loin, très loin en arrière, au néolithique, il y a environ 11 000 ans. C'est à ce moment que des groupes de chasseurs-cueilleurs commencent à se sédentariser. Ils deviennent les premiers agriculteurs et, sans en avoir conscience, ils vont lancer une révolution qui va absolument tout changer sur la planète. Le mot central ici, c'est bien sûr domestication. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas juste de planter une graine et d'attendre que ça pousse. Non, c'est un processus qui modifie la plante en profondeur, au point de créer une sorte de dépendance mutuelle. Le maïs moderne, par exemple, il est incapable de se reproduire tout seul dans la nature. Ses grains ne se détachent plus. Et de notre côté, l'humanité ne pourrait plus se nourrir sans lui. Ce tableau résume parfaitement la différence. D'un côté, la plante sauvage adaptée pour survivre seule, de l'autre, la plante domestiquée, adaptée pour être récoltée. Les premiers agriculteurs, ils ne connaissaient rien à l'ADN, mais ils avaient un sacré sens pratique. Une plante qui laisse tomber toutes ses graines par terre avant même qu'on puisse la récolter, c'est pas très utile. Alors, année après année, ils ont gardé et ressemé en priorité les graines des plantes un peu bizarres, des mutantes, celles dont les grains restaient bien accrochés à l'épi. C'est cette sélection, au départ inconsciente, qui a petit à petit favorisé des plantes avec des fruits plus gros, plus nombreux et plus faciles à récolter. Et ce n'est pas qu'une théorie, on en a des preuves archéologiques. Regardez ce graphique. Il montre l'évolution de la part des céréales qu'on appelle non dispersantes, c'est-à-dire celles qui gardent leurs grains. On voit très clairement qu'au fil des millénaires, ce caractère, qui est un avantage pour l'homme, mais un énorme désavantage pour la plante dans la nature, devient de plus en plus fréquent dans les vestiges archéologiques. C'est la signature génétique laissée par la sélection humaine. Le mécanisme de cette première révolution, c'était donc une boucle toute simple mais incroyablement puissante. J'observe, je sélectionne les meilleurs plants, je sème leurs graines, et l'année suivante, je recommence. Répétée pendant des centaines de générations humaines, cette méthode a créé une biodiversité cultivée absolument immense. C'est l'origine de ce qu'on appelle les variétés de pays, ou les variétés paysannes, parfaitement adaptées à leur environnement local. Allez, on fait un bond énorme dans le temps. On quitte le néolithique et on arrive au XXe siècle. Et là, c'est une rupture totale. On n'observe plus seulement, on programme. La sélection n'est plus un art paysan, elle devient une science, puis une industrie, avec un seul objectif en tête, l'augmentation massive des rendements. Le moteur de cette deuxième révolution, c'est un phénomène génétique bien précis, l'hétérosis, qu'on appelle aussi la vigueur hybride. L'idée est la suivante. On prend deux lignées de plantes qu'on a rendues pures, c'est-à-dire très homozygotes pour plein de gènes. Souvent, ces lignées pures sont un peu chétives. Mais si on les croise, leur descendant direct, l'hybride F1, va présenter des performances spectaculaires bien supérieures à celles de ses deux parents. Ce graphique illustre parfaitement le phénomène. Regardez, les lignées parentales pures ont un rendement moyen, disons 40 quintaux par hectare. On les croise, et là, boum, leur descendant, l'hybride F1, explose les rendements à 90. C'est l'effet hétérosis. Mais, et c'est là que tout se joue, si l'agriculteur ressème les graines de cet hybride F1, la génération d'après, la F2, patatras, le rendement s'effondre en moyenne à 60. La magie de l'hétérosis a disparu à cause du brassage génétique. Et la conséquence de ça, elle est absolument colossale.
L'agriculteur, s'il veut profiter de ces hauts rendements, ne peut plus utiliser ses propres graines. Il est obligé d'en racheter chaque année à l'entreprise qui a créé l'hybride. C'est la naissance de l'industrie semencière moderne qui va complètement séparer le métier d'agriculteur du métier de sélectionneur. Et on arrive à la troisième et dernière révolution, celle qu'on vit en ce moment, l'ère des biotechnologies. Maintenant, on ne se contente plus de croiser des plantes en espérant le meilleur. Non, on va directement hacker leur code génétique, leur ADN. C'est une évolution ciblée ultra rapide et d'une précision redoutable. Dans cette révolution, on a deux outils principaux. D'abord, la transgénèse, qui a donné naissance aux fameux OGM. Là, l'idée est d'insérer un gène qui vient d'une autre espèce, par exemple une bactérie, pour donner une nouvelle propriété à la plante. Et plus récemment, on a la technologie CRISPR-Cas9. Là, c'est différent. On la décrit souvent comme une paire de ciseaux moléculaires de très haute précision qui permet de modifier, de supprimer ou de remplacer une séquence d'ADN qui est déjà présente dans la plante. Alors, comment ça marche ce fameux CRISPR-Cas9 ? C'est en fait assez élégant. On a d'abord un ARN guide qu'on peut programmer en laboratoire pour qu'il reconnaisse une séquence d'ADN bien précise. Cet ARN va guider une enzyme, la Cas9, jusqu'à la cible. Une fois sur place, Cas9 coupe l'ADN, comme des ciseaux. Ensuite, on laisse faire la cellule. Elle va tenter de réparer la coupure et c'est là qu'on peut soit laisser une petite erreur se produire, ce qui va inactiver le gène, soit lui fournir un nouveau morceau d'ADN à insérer à cet endroit précis. Bon, on a vu les trois grandes révolutions. Maintenant, on passe en mode bac. C'est le moment de mettre en pratique tout ce qu'on vient de voir pour faire ce qu'on attendra de vous le jour de l'épreuve. Construire un raisonnement scientifique à partir de documents. C'est vraiment une compétence cruciale. La compétence qu'on va travailler ici, c'est raisonner. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable d'extraire des informations pertinentes d'un document, de les relier de manière logique à ses connaissances de cours et d'en tirer une conclusion claire et argumentée. Alors, appliquons la méthode sur ce document. Première étape, je décris ce que je vois sans interpréter. Le document présente l'évolution de 2 indicateurs pour le blé en France de 1910 à 2010. Je constate que le nombre de variétés inscrites au catalogue officiel augmente de façon quasi continue sur toute la période. En revanche, je vois que l'indice de diversité génétique, lui, reste stable puis chute de manière très brutale à partir des années 60. Deuxième étape, je relie à mes connaissances. Je sais que la période après 1950-1960 correspond à l'essor de la deuxième révolution, la sélection programmée, avec la création d'hybrides F1 et de lignées pures très homogènes. Troisième étape, je conclus. J'en déduis donc qu'il y a un paradoxe. Alors que le nombre de choix commerciaux augmente, plus de variétés, la base génétique de ces variétés, elle, se réduit dangereusement. L'augmentation de la diversité variétale masque en réalité un appauvrissement génétique de l'espèce. Et voilà. Cette analyse de documents nous amène directement au cœur d'un concept essentiel, ce qu'on appelle le paradoxe de la domestication moderne. Décortiquons ce paradoxe pour être sûr que c'est bien compris. D'un côté, on a une explosion du nombre de variétés dans les catalogues. On a des blés pour faire du pain, des pâtes, des biscuits, des blés qui résistent à la sécheresse, etc. Mais de l'autre, toutes ces variétés sont en quelque sorte des cousines très proches. Elles ont été créées à partir d'un tout petit nombre de gènes performants. On a donc perdu en route une grande partie de la diversité des allèles qui existaient dans les anciennes variétés de pays. Et la conséquence, elle est potentiellement grave. Cette uniformité génétique rend nos cultures très vulnérables. Si une nouvelle maladie ou un nouveau ravageur apparaît et qu'il est capable d'attaquer ce fond génétique commun, c'est toute la production qui risque de s'effondrer. Allez, on termine avec une synthèse pour consolider tout ça. C'est le moment de vérifier que les notions essentielles sont bien en place pour le bac. Voici les 5 points à maîtriser absolument sur ce chapitre. Il faut être capable de définir précisément chacun de ces termes, ce qu'est la domestication, la différence fondamentale entre la sélection empirique et programmée, le fonctionnement du couple lignée pure et hétérosis, les principes de la transgénèse et de CRISPR-Cas9, et enfin la distinction cruciale entre diversité génétique et diversité variétale. Et s'il y a un seul piège à éviter, c'est celui-ci. Ne jamais, au grand jamais, confondre l'augmentation de la diversité variétale, c'est-à-dire le nombre de noms dans un catalogue, avec une augmentation de la diversité génétique globale de l'espèce. Comme on vient de le démontrer avec le graphique, ce n'est pas parce qu'on a plus de variétés qu'on a plus de richesse génétique. C'est même souvent l'inverse qui s'est produit au XXe siècle. Pour conclure, toute cette histoire nous amène à une question fondamentale pour notre avenir. Face aux défis immenses que sont le changement climatique ou l'apparition de nouvelles maladies, comment est-ce qu'on peut utiliser toutes ces connaissances ? Eh bien, la recherche actuelle se tourne de plus en plus vers le passé. L'idée, c'est de retourner chercher dans les vieilles variétés paysannes et même chez les parents sauvages de nos plantes cultivées, des gènes de résistance ou de tolérance qu'on a perdus en route. Et ensuite, peut-être, de les réintroduire proprement dans nos variétés modernes grâce à des outils comme CRISPR.
La boucle serait alors bouclée en combinant le meilleur de 10 000 ans d'agriculture. C'est une piste passionnante pour les agronomes et les scientifiques de demain,